Rien que ça parle, rien que ça parle. Nous sommes partis avec Vincent Duluc. Alors, ma première question, c'était, vous qui êtes de la région de Lyon, de Saint-Étienne, quel est votre avis sur l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain? Moi, je trouve qu'il y a une certaine logique à avoir Christophe Galtier au PSG. En fait, dans tous les grands pays de foot, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, à un moment ou un autre, l'entraîneur émergent d'un championnat, ben, il finit par entraîner la meilleure équipe du pays. C'est une logique qui existait rarement au PSG parce que on va dire que le Qatar avait des ambitions internationales, donc il pensait qu'elle passait par des entraîneurs étrangers. À part Laurent Blanc, depuis que Comboiré s'est fait virer, il n'y avait pas d'entraîneur français. Donc je trouve qu'il y a une logique que de faire venir à Paris un entraîneur qui a fait ses preuves ailleurs, qui a été champion avec Lille, qui a fait un boulot incroyable avec Saint-Etienne. Donc moi j'ai envie de voir ça. Quand le Bayern fait appel à Nagelsmann à Leipzig, c'est la même logique. On voit ça aussi en Italie. Donc moi, non seulement ça me choque pas, mais ça m'intéresse. Même si je suis bien conscient qu'il va falloir qu'il s'adapte à un autre contexte. Et là, je ne parle même pas du contexte Paris, de l'environnement, de la pression, de la gestion des stars. Rien qu'en contexte de jeu, ça va changer. On voit bien que la proposition de Christophe Galtier en D1 dans le jeu, que ce soit avec Saint-Etienne, avec Lille ou avec Nice, ça ne pourra pas aller à Paris. Il va falloir faire autre chose, il va falloir qu'il se réinvente, et c'est ça qui va être intéressant. C'est là où j'allais vous emmener, c'était sur le jeu de Christophe Galtier qui est un peu considéré comme défensif. Alors comment peut-il s'adapter à Paris? Quoique en Europe, on a vu des lacunes défensives du PSG, ça pourrait coller sur ce point-là, mais effectivement, au niveau de la production, il faut en produire plus et comment? En fait, c'est vrai que ça dépend ce qu'on cherche. C'est-à-dire que moi, je pense que le PSG pourrait être encore plus irrésistible s'il jouait comme Galtier aime voir se jouer ses équipes. C'est-à-dire que si Paris jouait bas, mais compact, et veuille jouer sur le jeu rapide vers Mbappé, vers Neymar, éventuellement vers Messi, même s'il sera moins rapide, ça marchera forcément. Quel est le joueur le plus à l'aise pour le jeu rapide au monde que Kylian Mbappé? Lui, s'il a 50 mètres à faire et qu'il a un peu d'espace, il va avaler cet espace. Donc je pense que la tactique de Galtier en soi, enfin, ce qu'on a vu de Galtier ces dernières saisons, ça pourrait marcher au PSG. Sauf que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand vous êtes entraîneur à Paris, il ne suffit pas de gagner. C'est-à-dire que je pense qu'il ne pourra pas jouer au PSG comme il jouait avant. Il va être obligé de s'adapter. Alors on sait déjà qu'il va faire une défense à 3. Il l'a dit dans sa première conférence de presse. Donc ça veut dire qu'il y aura des pistons sur les côtés. Après, toute une question de... Évidemment, on est toujours... C'est pas le système qui compte, c'est l'animation, mais c'est la réalité. Bon, on ne sait pas qui sera là, qui ne sera pas là, parce qu'il veut un effectif un peu moins large. Mais voilà, je pense que si le PSG devait jouer comme jouent en général les équipes de Galtier, ça marcherait. Sauf que Galtier ne peut pas arriver au PSG en estimant que son dogme, ses principes sont plus importants que le club parisien. Il est obligé d'adapter ses principes aux joueurs qu'il va trouver. Il est obligé d'adapter... il est obligé de faire en sorte que... il sait déjà que ses résultats ne suffiront pas. Il ne suffira pas de gagner. Il va falloir qu'il séduise. Et c'est une partie qu'il n'a pas toujours remplie, c'est vrai. On va continuer sur la Ligue 1 avec le Mercato qui est très mouvementé. Alors, quelle serait l'équipe à suivre selon vous pour l'année prochaine? C'est difficile à dire parce qu'on est vraiment très tôt par rapport au Mercato. C'est un Mercato qui est ralenti parce que des clubs français arrivent à acheter encore déjà un peu pour l'instant, mais ils anticipent les ventes. Et pour l'instant, ils n'ont vendu personne. Marseille a besoin de vendre. Paris veut absolument vendre. On voit que pour sa tournée au Japon, il y a des joueurs importants qui restent à la maison, qui sont indésirables, comme Icardi, comme Wijnaldum, comme Kurzawa, comme Herrera. Donc pour l'instant, tous les clubs veulent vendre. Lyon aussi veut vendre, mais en même temps, ils ont déjà pris Lacazette et Tolisso. Donc c'est beaucoup trop tôt pour faire un bilan du Mercato, parce qu'il reste quand même 1 mois et demi. Ça finira le 31 août. Moi, je trouve que ce qu'a fait Lyon avec Lacazette et Tolisso, c'est intéressant, mais bon, ça ne suffira pas. Je suis un peu inquiet pour Marseille, pas tant pour le départ de Sampaoli que par le sentiment que l'an passé, ils ont fait le maximum avec moins de talent que ce qu'il faut en général pour être deuxième. Je trouve qu'ils ont fait une saison formidable, qu'ils ne peuvent pas faire mieux et qu'ils auront du mal à faire aussi bien la saison prochaine. Mais en côté de ça, Pablo Longoria est plutôt un recruteur malin, donc ça peut peut-être marcher. Et quant à Paris, on sait qu'ils veulent prendre Skriniar, ils veulent prendre Étiqueté, prendre des joueurs comme ça. C'est quelque chose d'un peu plus... je pense que le recrutement va être un peu plus sobre. Mais vu qu'on a vu la saison dernière les limites du recrutement galactique, c'est pas ça qui sera inquiétant.
J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a encore cette année et sur les dernières années, une tendance qui se profile en France, c'est le départ des jeunes joueurs prometteurs dans la bagatelle de 10 à 20 millions d'euros dans les autres championnats et qui après ne peuvent pas revenir parce qu'ils sont pris trop de valeur ou soit qu'ils sont devenus des joueurs confirmés. Et donc là, pendant ce mercato, on a le jeune de Saint-Etienne, Jordan Douat, qui est parti à Leipzig. Et il y a Mohamed Ali Chaud qui avait fait un bon début de championnat, une mauvaise deuxième partie, mais qui s'en va à Sociedad. Et est-ce que, ma question c'est, est-ce que les clubs européens de Ligue 1 ne devraient pas plus investir sur ces jeunes joueurs de Ligue 1 dans la bagatelle de 15-20 millions d'euros pour ne pas se retrouver après impossible pour eux de les acheter puisqu'ils valent 30-40 lorsqu'ils font une bonne saison de Bundesliga? C'est une bonne question et c'est une vraie problématique de la Ligue 1. En fait, il faudrait que sur ces joueurs-là, effectivement, les clubs majeurs se positionnent plus tôt et mieux. Et ça permettrait en plus à l'argent de circuler en France. Enfin, par exemple, le PSG, depuis 10 ans, a recruté trop peu de joueurs en championnat de France et l'argent du Qatar a mal circulé dans la Ligue 1. Mais en revanche, cette année, ça va peut-être changer. Parce que quand le PSG est prêt à mettre quasiment 30 millions, bonus compris, sur étiqueté, ça veut dire que l'argent va circuler dans la Ligue 1, qui va aller à Reims, qui va ruisseler ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Mais on ne peut pas échapper à ça parce que maintenant c'est la signature du championnat de France. Nous sommes un championnat de joueurs en développement. Nous sommes un championnat qui formons peut-être le mieux les joueurs en Europe, qui les post-formons aussi très bien, parce que là on voit que la post-formation marche aussi bien dans les clubs. Et c'est vrai que malheureusement ça correspond aussi au modèle de certains clubs qui est de faire du trading essentiellement, c'est-à-dire de chercher des joueurs à 19 ans, de les vendre à 21 ans. Moi, j'ai vu ça à Lyon avec Ferland Mendy, avec Tanguy Ndombele, voilà, des joueurs sans grosse expérience de la Ligue 1 et qui étaient revendus. Mais c'est la signature de la Ligue 1. C'est comme ça qu'elle trouve son équilibre financier déjà pour penser. Donc ça ne changera pas. On va passer sur la Coupe du Monde qui se profile. Quel est le favori de ce tournoi? C'est difficile, on en a tous beaucoup. Il y a l'équipe de France est tenante du titre, donc elle serait un favori naturel. Mais là, ce qu'on a vu d'elle au mois de juin, on a l'impression qu'elle défend trop mal pour pouvoir aller loin. Il va falloir défendre beaucoup mieux. Il n'y a pas de garantie derrière. Et s'il n'y a pas de garantie, ça va être compliqué. Sans compter qu'il y a l'espèce de malédiction qui fait que depuis 4 Coupes du Monde, le champion du monde est éliminé dès le premier tour. Donc il y a ça en plus. Moi, je crois à l'Espagne parce que j'ai beaucoup aimé son Euro. Je trouve qu'il y a des joueurs comme Pedri qui sont seulement fantastiques. Je pense qu'on va tous adorer Pedri dans les 10 années qui viennent. Ça va être un de nos joueurs préférés, c'est obligé. Je pense que l'Angleterre a vraiment beaucoup de talent, des jeunes joueurs un peu partout qui seront là. Je crois un petit peu au Brésil quand même, un peu moins à l'Argentine. Et puis voilà, et après, je pense que la Belgique, on ne sait jamais. Mais l'impression que j'ai, c'est que la Belgique a laissé passer sa chance et que cette génération incroyable, elle est en train de décliner un peu. Mais en général, quand on fait ces pronostics-là, 6 mois avant une Coupe du Monde, on se trompe tout le temps, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et justement, on parlait de la France. Est-ce qu'aujourd'hui la France inquiète, notamment par sa fébrilité défensive, mais aussi par son incapacité, en tout cas selon moi, à créer énormément de dangers par le jeu de position, contrairement à quand elle était dans une configuration de jeu rapide où elle était beaucoup plus dangereuse. Et j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Benzema, ça force à jouer plus haut et ça change aussi la production d'occasion. Après, c'est mon avis, mais est-ce que... Non, je suis d'accord. Il se pose un problème de ce genre-là. C'est-à-dire que, en même temps, à la Ligue des Nations, l'arrivée de Benzema, elle avait été digérée tactiquement, je trouve. C'est-à-dire que là, il était arrivé trop tard. Arrivé au mois de juin pour jouer en juin, c'était trop tard et ça n'avait pas marché. Là, je trouve qu'elle avait été digérée. Mais c'est un peu compliqué parce que Didier Deschamps, il s'oblige à organiser une équipe maintenant en fonction de son trio. Il veut avoir Griezmann, sous Benzema et sous Mbappé. Mais s'obliger à faire l'équipe en fonction d'un trio, ça fait que pour le reste, du coup, ça devient un peu rigide. Une fois, il nous dit qu'il va jouer à 5 jusqu'à la Coupe du Monde, et puis finalement, en juin, il a joué quasiment à 4. C'est vrai que c'est un problème, parce qu'entre jouer en 2 passes pour Mbappé et puis jouer avec Benzema, c'est pas la même chose. On voit d'ailleurs sur le 3e but fatal contre la Suisse à l'Euro, c'est Benzema qui vient décrocher, qui veut faire une passe vers Pogba, c'est ce ballon perdu qui fait que avec Mbappé ça n'arrive pas. On fait une passe à Mbappé et il s'en va. Donc c'est quelque chose qui a changé, mais
Mais c'est compliqué, ça serait compliqué de dire que l'équipe de France est moins bonne parce que Benzema est revenu. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien compris. J'ai dit qu'il y a un problème qui se pose, notamment quand l'équipe de France doit jouer dans le dernier tir adverse, souvent, plus souvent, avec moins d'espace, comparé à Alors, lorsqu'elle attaquait peut-être plus rapidement. Ce qui est vrai, c'est qu'on a eu des matchs, donc il y a eu Kazakhstan et un autre en Finlande, si je dis pas de bêtises. Il y a eu des ouais, c'est ça. Il y a eu des matchs où ils sont rentrés à une demi-heure de la fin, les deux, Benzema et Mbappé. Tout d'un coup, la lumière s'allume et ça va à une vitesse incroyable. Il y a une complicité technique incroyable. Donc je crois que ça marche. Puis il y a des joueurs qui s'entendent bien comme ça avec Benzema. Je trouve que Griezmann ne s'entend pas naturellement avec Benzema, ça marche pas. Et je trouve que les petites séquences, par exemple, de Nkunku, elles sont intéressantes par rapport à ça. Je trouve qu'il a un truc, lui, dans le jeu, il comprend, dans les déplacements, dans les échanges courts. Donc oui, il va sans doute falloir peut-être jouer un peu autrement, et c'est peut-être pas comme ça qu'on gagne une Coupe du Monde. Peut-être que nous, l'équipe de France, on est voué à gagner une Coupe du Monde quand on défend bien et puis qu'on attaque en 5 secondes. Ça, c'est possible. C'est ce qui nous est arrivé en 98, c'est ce qui nous est arrivé en 2018. Et en 2006, c'était un petit peu différent parce que Zidane pouvait garder le ballon un peu plus longtemps, mais globalement, c'était quand même toujours du jeu rapide vers Henry, et puis après un bloc bas, etc. Donc, je pense que culturellement, effectivement, on n'est pas fait pour gagner une Coupe du Monde en attaquant. Donc, c'est pour ça que le côté, on a le meilleur trio offensif du monde, on fait peur à tout le monde, ça marche jamais. Ça n'a pas marché en 2002 quand on avait les meilleurs buteurs de tous les championnats, des grands championnats, Trezeguet en Italie, Henry en Angleterre et Cissé en France. Et ça n'a pas marché au dernier Euro parce que ça se passe jamais comme ça. Et pour finir, la dernière chose que je vais vous demander, c'est de dire le mantra un peu de l'émission, c'est il n'y a pas que le foot dans la vie, il n'y a pas que le football dans la vie, il y a le foot aussi. Très bien. Il n'y a pas que le football dans la vie, il y a le foot aussi. Rien que ça parle, rien que ça parle, rien que ça parle.